1940 en France. C'est une année à Dorifort. Il pullule dans les pommes de terre, ainsi que dans le quartier de l'avenue Kléber où s'est installée l'administration allemande. Le taux du mark est fixé à un niveau exorbitant. La France occupée est un pays riche en ressources. Pour dégager un peu notre patrie allemande, il faut arriver à tout trouver sur place, non seulement pour nos besoins locaux, mais aussi pour ravitailler nos troupes à l'est comme à l'ouest, de la Norvège à la Roumanie. Tout cela est financé par les Français eux-mêmes. Énorme contribution de guerre, 600 millions de francs par jour pour commencer, 3 millions de tonnes de blé, 900 000 tonnes de viande, 750 000 chevaux prennent en 4 ans le chemin de l'Allemagne. Et pendant 4 ans, la plupart des Français n'ont plus qu'une idée en tête, manger, et qu'une obsession, faire la queue. La radio égrène chaque jour ces tristes litanies. Cette semaine, 150 grammes de viande de boucherie en échange des tickets 1, 2 et 4. 90 grammes de viande supplémentaire pour les J3 en échange du ticket DH. 1 kg de carottes sans fan en échange du ticket DT de janvier. Le ticket FD de février permet d'acheter du fromage maigre. 250 grammes de sel égrugé en échange du ticket DP. Pour les enfants des écoles, les pilules vitamines. Mais pour les gens qui ont les moyens, le marché noir. Définition. Acheter n'importe quoi à n'importe qui pour n'importe quel prix. On va donc rendre visite aux cousins de l'Orne ou de la Mayenne. Le pouvoir menace les petits trafiquants, mais les gros ont de quoi s'assurer une impunité garantie. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs font de bonnes affaires avec l'occupant. Pour voyager aussi, il faut faire la queue. La queue pour avoir une fiche d'admission. La queue pour avoir un billet, la queue pour monter dans les wagons. Plus de charbon pour les trains, plus d'essence pour les moteurs, le gazogène est roi. Il y a aussi les autobus aux toits monstrueux, qu'on regonfle au gaz de ville. Il y a des vélos jusque devant chez Maxime, des fiacres qui tiennent le haut du pavé, les vélos taxis pour les mariages, les voiturettes électriques pour les bricoleurs, et les tractions avant qui marchent au picotin. C'est l'époque des semelles de bois. Des points textiles et de la récupération. C'est aussi l'époque des bons conseils. Pour faire du neuf avec du vieux, récupérons, économisez le pain, économisez vos pneus, économisez le gaz. N'ouvrez le robinet qu'après avoir enflammé votre allumette. Ne laissez pas brûler des veilleuses inutilement. Surveillez votre compteur. Économisez l'électricité. Elle avait des draps, un peu quand même jolis, tu vois, moitié fil, tout ça. Et elle me faisait les robes avec des draps. Elle m'avait fait une robe blanche, je me rappelle qu'on avait brodé là. Puis j'en ai aussi, ouf. Voilà, ça aussi je les ai jetés il n'y a pas longtemps, hein, ma casier. C'était venu il y a quelque temps. Avec des housses de matelas. Mais ça, j'ai les photos, hein. Tu sais,
faisait des mousses de matelas carreaux. Là, je me rappelle, ma soeur m'avait fait comme ma soeur était couturière, ça m'allait bien. Elle m'avait fait une jupe plissée, une casaque. C'était raide, ça. C'était confortable. Il n'y avait pas soupline. Face à la pénurie du cuir, on se chausse de galoches. Les épaisses semelles de bois, si elles garantissent la durée, ne favorisent pas la flexibilité et le confort. J'arrive pas. Où c'est que ça fait mal? Où tu as mal? Là. Oui, mais là. Portaient des tissus et eux, alors ils nous donnaient tout ce qu'ils avaient. Du troc? Oui, oui. Et alors on restait chez eux, on était bien nourris pendant une paire de jours et de là on faisait toutes les campagnes environnantes. Alors, on ramenait des œufs, des haricots, des fèves, je me rappelle, de la farine de maïs. Et voilà, on faisait un chargement et puis on partait. Et la fois de... Et beaucoup. Oh, une ou deux. Et qu'est-ce que tu pouvais emporter? Une personne, je ne crois pas que... Et en vélo. En vélo, et cette fois-là, on était allé en vélo. On était élevé soit dans des caves, soit dans des réduits discrets. Il fallait opérer de nuit quand il n'y avait pas de clientèle. Et comme les toits de ces cabanes à porc étaient peu élevés, et aucune possibilité de l'assommer d'une façon normale, à part un gros marteau, et abattre un porc, l'assommer avec un marteau dans un petit réduit, c'était sans justement arriver au hurlement significatif de l'opération qui se déroule, était tout un exploit. Pas question de l'approcher avec une masse ou un couteau à la main. Comme ces abattoirs étaient occupés par l'armée allemande, d'office, je faisais toujours appel au feldwebel du poste de garde qui, au pistolet, me descendait la bête, inévitablement. Pour lui, c'était une partie de plaisir ou un agrément, cette façon inhabituelle de se servir de son arme, autant que pour me rendre service. Nous avions pour notre ravitaillement une distribution de cartes. Et vous voyez, les produits de remplacement qu'on avait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un beau portefeuille en cuir, on avait un portefeuille en carton. Alors, avec des compartiments pour mettre les différentes cartes, vous voyez, différentes denrées diverses, du savon, du charbon, enfin tout. Et on avait des cartes personnelles avec des catégories. Les enfants avaient une carte E, les adultes avaient une carte A. Autre denrée symbolique introuvable qu'on transporte dans des petites boîtes, le sucre. Nous avions le droit d'ouvrir 2 jours par semaine, c'est-à-dire le mardi et le vendredi, on ouvrait 2 heures. Et pendant ces 2 heures, les clients venaient chercher leur ticket. Et le produit de remplacement, c'était le sucre de raisin. Alors ce sucre de raisin, c'était donc un succès d'année avec lequel les confiseurs de l'époque essayaient de bricoler des bouchées qui étaient faites avec de la pâte de figue. Et ces trucs qui seraient considérés maintenant comme immangeables étaient à l'époque recherchés. À la limite, si on avait 50 bouchées à la figue et au sucre de raisin, il y avait presque la queue devant le magasin pour les acheter. La madame du schnock, toc, on a reçu comme un choc, toc, et comme elle n'est pas loufoque, toc, elle s'est constituée un stock, toc. Elle a du sucre et de l'essence, du yaourt et du beurre rance. Alors la viande, nous avions des cartes de viande. On avait droit pour les adultes à 72 grammes de viande sans os par semaine et 90 grammes s'il y avait des os. Mais autrement, on vivait de légumes. Quand on a vu la première fois les rutabagas arriver, on s'est dit, mais ils nous ont pris pour des animaux. C'est une nourriture pour les animaux. Ça, en général, on donnait ça aux vaches, hein, enfin aux bovins. Quand on n'avait vraiment plus rien, on en faisait cuire. Mais enfin, on préférait quand même un peu les topinambours. Hein. C'était quand même meilleur. Il restait les carottes sans ticket. Les gens mangeaient tellement de carottes qu'ils devenaient jaunes. Ils avaient du carotène sous la peau. On recevait des œufs des amis qui étaient collecteurs d'œufs dans les Côtes du Nord. Et là, il fallait le service d'ordre. Et selon l'acte qu'il y avait, on donnait 6 œufs, 10 œufs, selon les familles nombreuses, et des vieillards, et on ne regardait pas, quoi. Alors les queues pouvaient faire quelle longueur? Oh là là, ça faisait d'ici à,
je ne sais pas combien de kilomètres. Ça faisait tout le tour de l'immeuble. Et ceux qui téléphonaient à leur famille, même de banlieue, ils arrivaient, puis lorsqu'on n'avait plus d'eux, on se faisait insulter. Oh, c'était là le drame. Je me souviens qu'une fois, j'avais fait un œuf à la coque à mon petit garçon, puisque c'était des œufs des poules de mes parents, j'étais sûre qu'ils étaient frais. Alors je lui ai fait un œuf à la coque, et il avait 3 ans à l'époque. Alors je lui dis, c'est bon, hein, mon chéri, tu te régales. Alors il me dit, ah oui, sûrement que pour être aussi bon qu'il est d'avant-guerre. Pour la Wehrmacht, Paris, c'est Capoue et ses délices. Souris grises et bidasses, des valises des grands magasins, tandis que leur chef organise le pillage systématique de la France. Favorisés par les bureaux d'achat allemands où l'argent de l'indemnité d'occupation coule à flot, la corruption et le marché noir se généralisent. L'autre Paris, c'est un Paris de profiteurs, c'est un Paris de gens qui vivent de l'occupant, hein, ou tout du moins du pétainisme et qui ont des moyens financiers qui leur permettent de subvenir largement à leurs besoins, de fréquenter les établissements de luxe, de faire une EHPAD. D'ailleurs, il y avait beaucoup de marchés noirs à l'époque, donc il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le marché noir qui étaient issus de rien. Il y a des gens qui avaient, dans les années 60, pignon sur rue, qui ont construit leur fortune pendant l'occupation. J'avais tué un cochon gros de 200 kilos passé, 220 kilos. Et alors, ça, la guerre est arrivée après, et on avait ce cochon, on avait de la graisse. Ah, vous aviez déjà des réserves? Oui, on avait un peu de réserve, j'avais gardé 4 jambons. Et puis après, on a acheté deux cochons, et on les a fait venir, Dios, erano pairosos mais escuto, ero des porcs. Après, on en a acheté 4. J'allais donc chercher du grain, pour faire Castelnaudary, vers le bar, la campagne. Et on en a vendu 2, et on s'en est gagné 2. Ça, c'était surtout dénicher des pies. Vous les mangez? Oui. Oui, des pies. Alors, je labourais, quand je traçais mon sillon, il y avait des pies qui venaient manger là, qui nous suivaient, et j'avais toujours un piège qui pendait à la charrue. Alors je plaçais mon piège avec un bout de pain, et j'étais bien content que j'apportais 1 ou 2 pies. Vous dites, on mettait ça avec des haricots, c'était excellent. Même des grosses pies. Vieilles. Et elles n'étaient pas grosses, elles n'étaient pas amères. Maintenant, hein? Elles n'étaient pas amères. Monsieur, elles étaient amères, mais qu'est-ce que tu veux? On le trouvait bon. Et qu'est-ce que vous mangez encore? On trouvait tout bon. Ben, comme on a dû te le dire, le rutabaga. Oui, non, mais au point de vue gibier, qu'on n'a pas l'habitude de manger. Des écureuils. Moi, j'étais surtout des oiseaux, tu vois. J'ai mangé des écureuils, des hérissons, des chats. Des chats, oui, les chats, il ne devait pas y en avoir beaucoup de chats. On ne devait pas en voir des chats et des chiens qui traînaient, non? Ce qu'on mangeait, à part le braconnage, parce que moi j'étais chez Margot Fougère. Et on élevait des cochons d'Inde. Des cobayes. Oui, des cobayes, oui. Cochons d'Inde. Mais c'était assez répugnant parce que quand c'est ça, on aurait dit un rat, tu sais. Et il y a des gens qui ont mangé des rats? La chair était assez bonne. Des rats, personne n'a mangé? Non. Non, quand même pas, on n'était pas à ce niveau-là. Hein. Quand quelqu'un a mangé des rats pêcheries, on a dit que Garlietti en avait mangé, mais le père de Garlietti, mais ça... Oui, c'est plutôt des ragots que... Et on m'a dit qu'il y avait des gens qui faisaient du tabac aussi, qui cultivaient du tabac. Qui cultivaient du tabac, oui. Ouais. Hein? Il échangeait de l'avoine pour... Il allait par exemple chez le boucher, lui récolter de l'avoine. Comme le boucher avait un cheval, il lui donnait des sacs d'avoine ou du fourrage contre... Il n'a jamais manqué de viande aussi, ça... Les braconnets aussi, ils troquaient. Oui. J'ai pas de aussi. Au Ségala, c'est à côté de Castelnaudary. Et je me souviens que j'avais réussi à avoir 3, je ne sais pas ce que c'est, ça s'appelle une punière. Une punière, c'est une mesure de là-bas. Ça doit équivaloir à 10 ou 12 kilos de maïs, tu vois. Et j'en avais eu 3, et j'étais en vélo, hein, j'avais obtenu 3 punières, ce qui me fait des punières, là, ça me faisait à peu près 32 kilos, 35 kilos. J'avais 6 poules, tu vois à peu près l'affaire, hein. Je les avais pendues par les pattes, je les avais accrochées au cou et j'avais le maïs sur le guidon. Et je me suis fait choper à la gare à Castelnaudary par les gendarmes. Ah oui, c'était interdit, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu là? Il y avait des amendes? Ils m'ont laissé les poules quand même.
Ah, parce qu'il aurait si long prix pour eux. On dit de laisser le maïs. Là, j'ai le marché noir. Le marché noir, oui. Tu avais, par exemple, à Sainte-Croix, là, chez Haribo, ils avaient réussi à ramasser beaucoup de marchandises, je ne sais pas comment ils faisaient, et c'était même, ils avaient fait du pognon avec le marché noir. Le supermarché du marché noir. C'était connu. Oui. Et les gens allaient là-bas quand ils voulaient. Tu trouvais il fallait des sous, hein. Parce que c'était cher. Combien? 4 fois plus cher? Oh, ça pouvait monter à 7 ou 8 fois, 10 fois. C'était énorme la différence qu'il y avait, ça dépendait des produits. Oui. Un saucisson, par exemple, d'ailleurs, un saucisson, tu n'en trouvais pas. Moi, chez Elivet, tu ne trouvais plus ça. Le Castelnau, on arrive même au-dessus de Carcassonne, ils vivaient beaucoup mieux que nous, les gens. Oui, ils en profitaient, ils ont fait des sous à ce moment-là. Oui, et après... Celui qui avait du pognon, il mangeait bien, hein. Il mangeait bien, même ici. Me touche pas. Me touche pas, je te Je suis arrivée à acheter du lait après 5 jours. J'ai travaillé 69 ans pour le parti. Vous comprenez? Et un litre de lait, il m'a fallu 5 jours pour l'acheter. Il y a combien de personnes devant vous? Je sais pas, environ 200. Et vous allez attendre combien de temps? Sans doute une demi-heure. Comment ça, une demi-heure? Tu feras déjà bien si c'est qu'une heure. Tu ne procureras rien de toute façon. Tu n'auras rien. Depuis 5 heures du matin, on est là. On va faire la queue et une fois encore, on n'aura rien. Depuis 5 heures du matin, les gens font la queue ici. 5 heures du matin. Et ça là-bas, c'est quoi? Elles sont vides, quel cauchemar. Ça fait 2 jours. Et encore une fois aujourd'hui, il n'y en a pas. Et vous? Comme chaque jour, Nina Marchenko vient de passer 3 heures dans les files d'attente des magasins de son quartier dans la banlieue de Moscou. 3 heures pour un maigre butin, un chou et 3 litres de lait. Au menu quotidien de la famille Marchenko, quelques tranches de farce de saucisson, des pommes de terre ou de la soupe. Jamais de viande et rarement le luxe, mais quelques fruits et légumes. Картошки? Ну, солянку кто будет есть? Или нет? Vous trouvez des fruits? Oui, parfois il y a des mandarines, mais c'est 20 roubles le kilo. J'en ai acheté hier pour 23 roubles, spécialement pour ma petite fille. Je les conserve précieusement. Je les lui donne une par une. Et vous gagnez combien? Moi, je ne travaille pas. Mon mari gagne 300 roubles par mois. C'est peu, alors comment voulez-vous que j'achète un saucisson entier à 108 roubles le kilo? En prévision des jours les plus noirs, Nina a fait quelques stocks, dérisoires. Des conserves de porc, du hareng, du lait concentré obtenu sur commande et son trésor le plus précieux, des pâtes achetées il y a 1 an. Elles sont aujourd'hui introuvables dans les magasins. Vous pouvez vous acheter ça? Pensez-vous, ils sont devenus complètement fous. Jamais de la vie. Nos salaires suffisent à peine à acheter du pain, du lait, des pommes de terre. Ça, on ne pourra jamais l'acheter de notre vie. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir ça dans les vitrines? Moi, je garde mon calme par rapport à ça, parce que je sais que je ne pourrai jamais m'acheter ça.
c'est le repas de gala. On a encore faim, croquette de doigts, poulet des bois, poisson niçoise autour de nos gencives. Quel réveillon, pied de mouton, avec cressons parmentier, parmentier, pain, allez de truites fumées, les légumes, pour les légumes, faudrait bien trouver quelque chose du genre. Navet braisé, merci beaucoup, tomates fourrées, pommes de terre en beignet, frites, cassé de fèves en soufflé. Allez le refrain, avec nous, c'est parti. C'est le repas de Guiwa, plus fort. C'est le repas de gala, c'est le repas de Guiwa, c'est le repas de gala. On passe au fromage, hein, parce que vraiment, gruyère Hollande pour ça, du roquefort, coulommiers, cantal, brique à mon père. Fromage blanc, assaisonné de cannelle.